Voilà, ben nous allons reprendre. Alors, est-ce qu'il y a des... Donc, comme je l'ai dit, exceptionnellement, c'est de nouveau une leçon du cours maintenant, pour 1h30. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions concernant la leçon précédente? Donc, je vais continuer. En fait, je voudrais terminer par 2 commentaires concernant les calculs qui viennent et la construction qui viennent d'être faites. Donc ici, je voudrais tirer les conclusions de ce qu'on a vu. Donc on a vu que les vecteurs de Killing de l'espace de Minkowski, donc qui définissent les isométries de l'espace de Minkowski, induisent sur l'infini de genre lumière scri plus, mais c'est la même chose sur scri moins. En fait, c'est les mêmes limites, cosinus q tend vers 0, des vecteurs qui ont la propriété de préserver la structure induite sur l'infini de genre lumière, c'est-à-dire d'être des vecteurs de Killing conformes pour la métrique, pour cette métrique-ci, donc la métrique de la sphère, et qui ont aussi la propriété de préserver de manière conforme, avec un facteur conforme qui est relié à celui de la métrique, les directions nulles. Alors ces vecteurs-ci sont strictement des vecteurs qui laissent tout invariant, donc ce n'est pas invariant à un facteur conforme près. Les boostent, transforment la métrique, et donc ici c'est l'exemple des transformations de Lorentz propres le long de Z, transforme la métrique par un facteur conforme et le vecteur NI par le facteur conforme correspondant, sachant que quand la métrique c'est est multipliée par oméga carré, n est multiplié par moins oméga. Alors, donc, la structure des boosts, c'est ici un vecteur de Killing conforme de la métrique, comme j'ai dit, et vous voyez qu'il y a une translation selon U, selon la direction nulle, qui est linéaire en U et qui contient aussi les angles. Et en fait, c'est, si on fait le calcul aussi pour MY et pour MZ, X, le facteur qui apparaît ici, c'est la divergence du vecteur Killing conforme. Donc vous voyez, c'est d sur dθ de sinus θ va me donner cosinus θ. Donc ce qu'on constate là-dessus, c'est vrai en fait pour les 3 transformations de Lorentz propres. Donc on va obtenir un vecteur de Killing conforme de la sphère ici, et puis un terme proportionnel donc, qui dérive dans la direction nulle, qui est linéaire en U et qui contient la divergence du vecteur de Killing conforme. Tandis que pour les autres, ici, on a des transformations on a des isométries vraiment de la structure, c'est-à-dire des transformations qui laissent la structure strictement invariante et pas invariante à une transformation de conforme près. Et vous voyez que les translations, bon, alors les rotations, c'est les rotations, donc je ne vais plus en parler. Vous voyez que les translations de la structure est la suivante. C'est des transformations le long de U, donc rien, ça ne touche pas au point de la sphère, ça ne touche pas à la sphère. Et vous voyez que si j'écris les coefficients ici en termes d'harmonique sphérique, puisque je peux toujours développer toute fonction sur la sphère en termes d'harmonie sphérique, apparaît ici les y0, 0. Donc j'écris les choses en termes de ylm. Je vais obtenir la constante, c'est la représentation triviale du groupe des rotations, donc c'est les ylm avec L égale à 0, et du coup M est nécessairement égal à 0. Par contre, pour les 3 vecteurs de Killing associés aux translations d'espace, ça va être les Lm avec L égale à 1, donc les harmoniques sphériques correspondant à L, vecteurs correspondant à L égale à 1. Et donc il y en a 3, il y a M égale 0, 1 et moins 1, et ça correspond aux 3 translations d'espace. Donc ici je n'ai fait le calcul que pour 1, mais le calcul pour les 2 autres, d sur dx et d sur dy, c'est pareil, et vous verrez apparaître les 2 autres harmoniques sphériques. Alors, on peut se poser la question inverse. Je me donne une structure carolienne. Quelle est la transformation la plus générale qui la préserve à une transformation conforme près? En d'autres termes, quel est le champ de vecteurs le plus général tel que la dérivée de l'I de la métrique et de n le long de ce champ de vecteurs est proportionnelle à la métrique, et ici est proportionnelle à n, avec les facteurs corrélés, oméga carré ici, oméga moins 1 ici.
Donc on peut chercher le difféomorphisme le plus général qui préserve ça, ou donc infinitésimalement le champ de vecteur le plus général qui a la propriété que la dérivée de Lie de GIJ le long de champ de vecteur, c'est un certain facteur fois GIJ, et la dérivée de Lie de NI le long de ce champ de vecteur, c'est un facteur fois NI, et le facteur, c'est moins 1,5, le facteur qui apparaît pour la métrique. On peut résoudre ces équations par des techniques qui vont être en fait très semblables à celles que je vais utiliser plus tard aujourd'hui, donc je ne vais pas le faire explicitement. Et on peut voir que la solution la plus générale a exactement la même structure. C'est-à-dire qu'on va avoir les boosts et les rotations, mais en plus de ça, on va avoir, au-delà des YLM avec L égale à 0 et L égale à 1, tous les YLM, toutes les harmoniques sphériques. En d'autres termes, on va voir que le champ de vecteur alpha θ phi d sur du, où alpha est une fonction quelconque sur la sphère, préserve à la fois la métrique et la normale. Alors en fait, c'est assez facile à voir. Si je calcule la dérivée de Lie de la normale le long de ceci, ben, puisque la normale NI, rappelez-vous, c'est d sur du. Comme le coefficient ne dépend pas de U, le crochet de Lie de ces deux champs de vecteurs, c'est 0. Donc la dérivée de Lie de n le long de ce champ de vecteurs, c'est 0. Et pour la métrique, comme la métrique n'a pas de terme croisé, j'ai U quelque chose, que le champ de vecteurs ne dépend, et qu'elle ne dépend pas de U, quand on va calculer la dérivée de Lie, c'est le même qu'un calcul que tout à l'heure, on va obtenir strictement 0. En d'autres termes, la transformation la plus générale qui préserve la structure carolienne, c'est plus que les isométries de Minkowski, c'est aussi toutes les translations selon U avec un coefficient arbitraire qui est une fonction arbitraire des angles. Lorsque cette fonction se réduit aux premiers harmoniques sphériques, c'est-à-dire y égale à 0 et y égale à 1, on retrouve la translation de temps et les translations d'espace. Pour les harmoniques plus élevées, c'est des nouvelles transformations qui ne viennent pas d'isométrie de Minkowski, mais qui préservent néanmoins la structure à l'infini. Et en fait, on leur a donné un nom, c'est ce qu'on appelle les supertranslations. Donc les supertranslations, c'est les transformations de ce type-ci, avec alpha quelconque. Alors elles contiennent à la fois les translations et les supertranslations pures, c'est-à-dire celles qui contiennent Y2, M, Y3M, toutes les harmoniques sphériques plus élevées. Donc ça, c'est un calcul assez facile à faire, que je vous recommande de faire si vous avez le temps. Donc calculer la solution la plus générale de dérivée de Lie de la métrique est égale à 0 et dérivée de Lie de NI est égale à 0. Vous trouverez que la solution la plus générale, c'est pas ça, il y a des choses en plus qui sont ces transformations-là, où alpha peut contenir n'importe quelle harmonique sphérique. Et le groupe correspondant, j'aurai l'occasion de revenir, donc je vais en reparler abondamment au cours, c'est le groupe de BMS, c'est-à-dire Bondy, Metzner et Sachs. Ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont trouvé en premier, ils l'ont trouvé de la manière que je vais décrire maintenant, mais une autre manière de caractériser ce groupe, c'est que c'est le groupe conforme de la structure carolienne ici. Donc c'est la même chose que le groupe BMS. Et donc le groupe BMS contient en plus des translations et des rotations et des boosts, ce qu'on appelle les supertranslations pures, qui ont la même forme que les translations, sauf qu'au lieu d'avoir des coefficients qui se réduisent à des combinaisons linéaires des harmoniques sphériques L égale à 0 et L égale à 1, ce qui donne les 4 translations d'espace-temps, on a aussi les harmoniques supérieures. Donc, ça, c'est une remarque que je voulais faire, mais donc, tout ça va prendre plus de corps au fur et à mesure que le cours se développe, mais enfin, je voulais déjà l'annoncer. Et l'autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que dans la structure de Penrose, la compactification conforme de Penrose de l'espace-temps, les infinis de genre lumière sont bien représentés, c'est des cylindres, c'est régulier, mais par contre, il y a 3 infinis qui sont pas bien représentés, et en particulier celui-ci qui va m'intéresser, l'infini de genre espace, est réduit complètement en un point. Ça veut dire que vous alliez à l'infini dans cette direction-ci, dans cette direction-là, dans cette direction-là ou dans cette direction-là, n'importe quelle direction, vous aboutissez toujours au même point. Et même si vous faites
une transformation de Lorentz, vous passez un observateur en mouvement, et puis cet observateur en mouvement, lui aussi peut explorer les différentes manières d'aller à l'infini selon des directions de genre-espace, vous allez obtenir, en fait, si vous regardez des hyperplans, donc j'ai dessiné ici des géodésiques de genre-espace, mais c'est la même chose si je regarde des hypersurfaces de genre-espace, toutes ces hypersurfaces de genre-espace aboutissent en I0. C'est le même calcul. En d'autres termes, l'infini de genre-espace, qui a été complètement comprimé en un point, n'est pas très bien adapté dans cette représentation pour étudier le comportement des champs lorsqu'on tend vers l'infini selon des directions de genre-espace. Parce que les champs vont être très singuliers, ils vont avoir des limites qui dépendent de la direction. Et donc, ça ne va pas être des objets continus. Selon la valeur du champ, selon que vous alliez dans cette direction, en général, n'est pas la même, mais c'est le même point dans la compactification conforme de Penrose. Donc, on va avoir des objets très singuliers en I0 dans la compactification de Penrose. Et donc, comme ça va m'intéresser ce qui se passe en I0, notamment parce qu'on va vouloir comprendre le raccordement de scri- avec scri+, on va devoir résoudre cette singularité pour avoir quelque chose qui est une surface. Et donc ça, je vais en parler plus tard, mais je veux déjà annoncer les choses ici. C'est que ce diagramme-là, c'est magnifique pour étudier l'infini de genre-lumière, et la construction est superbe, mais pour comprendre ce qui se passe en I0, c'est plus compliqué, et on va être obligé de faire quelque chose. Or, comme I0, c'est l'endroit où toutes les hypersurfaces de Cauchy aboutissent, et les hypersurfaces de Cauchy, c'est important, puisque ça contient toute l'information. Si on veut étudier les propriétés asymptotiques sur des hypersurfaces de Cauchy, on va devoir faire quelque chose en I0. J'en parlerai la fois prochaine, donc dans une semaine. Donc, je voulais déjà le dire ici. Donc c'est important de se rendre compte que I0, c'est un point. Mais c'est un point où aboutissent toutes les hypersurfaces de Cauchy, toutes les directions de genre-espace, toutes les géodésiques de genre-espace. D'accord. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vais passer à la deuxième leçon, proprement dit, qui est de vous décrire une construction qui est un classique de la relativité générale, qui est la construction due à Bondy, Metzner, Sachs, van der Burg, qui étudie les propriétés asymptotiques de la gravitation quand on tend vers l'infini selon des directions de genre lumière. Donc dans le cours, c'est les directions de genre-espace qui vont m'intéresser beaucoup, mais comme il y a quand même des concepts très importants qui ont été introduits par ces articles classiques de Bondy, Metzner, van der Burg et Sachs, et notamment le groupe de BMS, Bondy, Metzner, Sachs, est apparu la première fois dans ces travaux, je voudrais les reproduire ici et faire aussi de la connexion avec certaines choses que j'ai développées à la première leçon. D'accord. Donc, la référence, j'ai donné les références dans mon cours, je vais très peu dévier de ces articles classiques. Mais comme ce sont des articles classiques, c'est important d'y être exposé au moins une fois. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai plus besoin aujourd'hui du diagramme de Penrose, ou pas beaucoup. Et bon, ça on va les retrouver, mais autrement. Donc maintenant, je sors du cadre de Minkowski, donc on va supposer qu'on a un champ de gravitation, donc une métrique qui a de la courbure, mais on va supposer qu'elle a une zone asymptotiquement plate, donc ça représente un système isolé, et on va essayer de comprendre la structure de cette métrique quand on tend vers l'infini, mais dans des directions de genre lumière. Alors pour faire ça, je vais introduire ce qu'on appelle les coordonnées de Bondy, que c'est un certain monsieur Bondy qui a introduit ça pour la première fois. Et pour fixer les idées, je vais prendre ce qu'on appelle les coordonnées de Bondy retardées. Donc, on peut faire deux constructions. Soit on étudie scri+, soit on étudie scri-. Donc il faut ces deux systèmes de coordonnées différents. Ici, celui-ci, on va voir, est adapté à scri+, à l'infini
futur. Et la manière dont on va procéder, on va supposer qu'on va se donner une famille d'hypersurfaces de genre lumière. Donc on va supposer... Donc en fait, la motivation, je vais la dessiner ici. Dans Minkowski, à nouveau, ds carré... Donc ceci, c'est Minkowski. Donc j'avais appelé ça... C'est moins dt carré plus dr carré plus r carré d oméga carré. Et dans Minkowski, on peut introduire ce qu'on appelle les coordonnées retardées. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec t, r et les angles, bon, θ phi on n'y touche jamais, donc je vais passer à des coordonnées qui sont u, r, θ phi, où u est ce qu'on appelle une coordonnée nulle retardée. Elle est définie comme t moins r, et donc on va faire le changement de variable, t est égal à u plus r. Alors, u a la propriété que u égale à constante, ben c'est des cônes de lumière. Donc u égale à constante, c'est une famille de... Donc, u égale à 0, c'est le cône de lumière passant par l'origine. T égale à r. U égale à 5, ben, ça va être le cône de lumière qui démarre de t égale 5 ici. Et donc vous voyez que ces cônes de lumière me donnent une famille d'hypersurfaces de genre lumière, puisque toutes ces hypersurfaces, la surface du cône, enfin le cône, c'est des surfaces de genre lumière. Et donc on a une famille, si je regarde les u égale à constante, on a une famille d'hypersurfaces. Bon, on va regarder les choses loin de l'origine. Bon, évidemment, les cônes, il y a une singularité ici. Mais comme on va s'intéresser à un champ de gravitation loin des sources, bon, là où il y a les sources, d'ailleurs, les choses sont très différentes. Donc on ne va pas regarder l'intérieur des sources. Mais loin des sources, on a effectivement une foliation par des hypersurfaces de genre lumière, données par u égale à constante. Et donc on va analyser le champ de gravitation par le même type de feuilletage. Alors, U s'appelle coordonnée retardée. Pourquoi? Parce que la valeur de U en un événement, ici, c'est en fait la valeur... Donc si j'imagine que ces cônes de lumière, c'est des signaux qui ont été émis par un observateur sur l'axe, U égale T moins R est égal à 5, ça veut dire que le signal a été émis à un temps t égale 5. R égale à 0, t égale 5, et puis tous ces points-ci sont les points, disons, atteints par un signal lumineux émis au temps retardé, donc c'est le temps d'émission du signal, donc on appelle U la coordonnée retardée, c'est le temps auquel le signal a été émis. D'accord? Donc la terminologie vient de là. Mais on peut un peu oublier la terminologie, mais enfin c'est la motivation. Donc je vais supposer que dans mon espace-temps, j'ai une famille d'hypersurfaces de genre lumière. Et je suppose que l'équation, c'est U de x mu est égal à C. Donc, pour chaque valeur de C, j'ai une hypersurface de genre lumière. Donc exactement comme là, mais U n'est pas nécessairement donné par... enfin, U, c'est une certaine fonction des x. Alors... je vais appeler K mu le gradient, la informe, disons, associé à du. Donc K mu va être donné par d mu de U. Et pour des raisons que je vais tout de suite expliquer, je mets un signe moins devant. Bon, parce que je vais supposer que quand C croît, on va vers le futur. Comme ici. Donc vous voyez, si j'augmente la valeur de C, ça veut dire que j'émets le signal plus tard. Donc ça va vers le futur. Si je calcule K mu dans ce cas-ci, donc le vecteur, le gradient de U, c'est dt. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas encore parlé de la signature. Donc moins 1, 0, 0 en coordonnées sphériques.
Ah oui, donc j'ai écrit la signature. Et donc si j'élève l'indice Camus avec état mu, donc la métrique inverse, comme j'ai signature moins, plus, le 1 ici, oui, donc Camus, si je vais définir Camus avec le signe moins, donc il y avait un moins ici, parce que précisément, grâce à ça, lorsque je vais élever l'indice, je vais obtenir 1 ici et 1 ici. Donc Camus, c'est moins des mu de U. Donc si je calcule le gradient de cette fonction, j'ai moins 1, plus 1, 0, 0. Puis j'élève l'indice à l'aide de la métrique état mu nu ici, et vous voyez que j'ai 1, 1, 1, 0, 0. Et donc Camus, avec cette convention de signes, pointe vers le futur. Donc j'ai mis le signe moins là pour avoir un vecteur Camus qui pointait vers le futur, avec mes conventions. D'accord, mais donc ce moins n'est pas mystérieux, simplement qu'on a envie d'avoir quelque chose qui pointe vers le futur. Et donc dans des coordonnées où U serait la première coordonnée, donc U première, on va passer à un nouveau système de coordonnées, et c'est les coordonnées de Bondy vont utiliser ce système-là. On va prendre U la première coordonnée. Donc au lieu d'utiliser, bon, quelles que soient les coordonnées, le nouveau x0, ça va être U, comme ici, donc on va se débarrasser de t et on va utiliser U. Et donc dans de telles coordonnées, bien évidemment, alors le gradient a une forme très simple, c'est, dans ces coordonnées, dx0 sur dx0, donc ça va être moins 1, et puis les autres coordonnées étant indépendantes de la première coordonnée, ça va être 0, 0, 0. Je suis à 4 dimensions. Alors, je n'ai pas encore utilisé le fait que U était une hypersurface, U égale à constante, c'est une hypersurface de genre lumière. Donc l'hypersurface de genre lumière a la propriété que la métrique induite sur l'hypersurface de genre lumière, c'est comme l'infini de genre lumière qu'on a vu, est dégénérée. Et en fait, elle est dégénérée parce que Camus est à la fois vecteur tangent et vecteur normal. Donc je prétends que... bon, ça c'est facile à voir. Hein. Donc, en fait, un vecteur, donc je des petits rappels de géométrie différentielle, un vecteur lambda mu est tangent à U égale à constante, si et seulement si Camus lambda mu est égal à 0. Vous allez dans la direction de lambda et la fonction U ne varie pas. Donc c'est bien que vous restez sur l'hypersurface U égale à constante. Donc un vecteur qui a cette propriété-là est tangent. Alors, le vecteur Camus a la propriété d'être à la fois... Alors on dira qu'un vecteur est... Bon, ce vecteur Camus va donc être automatiquement... puisque l'hypersurface est nulle, donc ça veut dire en fait que Camus est de genre lumière. Et donc il va être tangent, mais aussi puisque c'est le gradient, ça veut dire qu'il est orthogonal. Donc Camus a cette propriété, et ça reflète le fait que l'hypersurface est de genre lumière. Il est à la fois tangent et orthogonal à l'hypersurface, et en fait il correspond juste, voyons le dessin ici, comme ça on comprendra, qu'est-ce que c'est le vecteur Camus? C'est les vecteurs tangents aux génératrices du cône. Alors, il est clair que, comme la métrique est dégénérée sur le cône, le vecteur tangent est orthogonal, ici, le long des lignes de genre lumière, est orthogonal à tous les vecteurs tangents, et il est lui-même tangent. Donc il est à la fois orthogonal et tangent, et ça reflète simplement le fait qu'on a une hypersurface de genre lumière. Donc on a cette propriété-ci, et donc c'est une condition sur la famille d'hypersurface, bien sûr. Donc ça veut dire que puisque Camus est le vecteur tangent à la ligne de coordonnées U, pardon, non,
Donc on a cette propriété-ci. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, donc ça c'est une autre manière d'écrire cette propriété-là, c'est G alpha, K alpha, K bêta est égal à 0, donc ça c'est la même chose. Hein. J'élève et j'abaisse les indices à l'aide de la métrique G alpha bêta, et son inverse. Et donc ça veut dire, puisque K alpha, si je prends un système de coordonnées où U est de la première coordonnée, j'obtiens que G UU est égal à 0. Puisque la seule composante non nulle de K, c'est ceci. Bien, alors maintenant je vais construire un système de coordonnées sur ce système-là, mais peut-être qu'avant, je vais motiver peut-être les choses ici dans Minkowski. Donc dans Minkowski, la métrique, si je passe aux coordonnées, aux coordonnées UR, θ, phi, donc je vais remplacer T par U plus R, donc vous voyez que la métrique va devenir, je vais obtenir moins du carré, moins 2 du dr, moins dr carré qui s'en va avec celui-ci. Donc je vais obtenir moins du carré, moins 2 dr du, moins dr carré plus dr carré, donc je ne l'écris pas, plus r carré d oméga carré. Et vous voyez aussi que le vecteur k mu, donc qui est tangent, en fait, c'est la même chose que... donc ça, ce sont les génératrices du cône, les directions de genre lumière. Donc il est tangent aux rayons lumineux qui vont vers l'infini, k mu. Et sur ces rayons lumineux, R croît, donc U est constant, mais R est le paramètre qui croît, donc θ et phi vont rester constants, donc θ phi reste constant, U reste constant par construction, et donc R est une coordonnée qui croît le long des rayons lumineux. Et en fait, on peut facilement voir que le vecteur K, comme la métrique est à cette forme-là, K mu d sur dx mu, donc le vecteur K, c'est en fait juste d sur dr. Donc là, on le voit, bon, il faut d sur dr à u constant, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Parce que d sur dr à u constant, c'est d sur dr à t constant, plus d sur dt à r constant, je vais l'écrire ici, dt sur dr. Et dt sur dr, vous voyez que c'est, à u constant, vous voyez que dt sur dr, c'est 1. Donc c'est bien le vecteur d sur dr. Je vais écrire ça comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut chaque fois préciser ce qui reste constant, hein, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, mais je l'ai précisé. Donc vous voyez qu'il a la composante, ce vecteur d sur dr à u constant, a bien dans l'autre système de coordonnées les composantes 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. D'accord ? Donc d sur dr à u constant, c'est bien, donc ça montre que R est une coordonnée qui paramétrise les rayons lumineux. Alors maintenant, je reviens au cas général. En fait, je prétends que K mu est un vecteur, que les courbes intégrales de K mu sont des géodésiques de genre lumière. Donc exactement comme là, mais en fait, ce n'est pas un accident. Donc ce qu'on a vu là, ça découle simplement de ces propriétés-là. Et ça, c'est très facile à voir, que K mu est un vecteur de genre lumière. Ça vient de simple. Je vais dériver. Donc d'abord que c'est une géodésique. Alors que c'est une géodésique, il faut calculer, il faut voir si l'équation des géodésiques est satisfaite. Donc la dérivée parallèle de K mu dans la direction de K doit être égale à 0. Alors calculons ça. Donc ceci, c'est, je vais l'écrire comme ça, j'ai K mu, G nu rho, K rho, point virgule mu. Oui, alors peut-être autre chose que je devrais dire concernant mes conventions, point virgule désigne la dérivée covariante. Donc c'est ce qui me permet d'élever, qui est la dérivée covariante construite avec la connexion de Lévi-Civita, c'est-à-dire sans torsion et qui préserve la métrique. Donc du coup, la dérivée covariante de la métrique est égale à 0. Ça passe à travers la métrique passe à travers les dérivées covariantes
sans qu'on doit se faire du souci. Donc je peux abaisser l'indice et puis dériver, ou dériver et puis abaisser l'indice, c'est la même chose. Donc voilà, donc ça c'est la même chose que ça. Et puis comme carreau, ce n'est pas n'importe quel covecteur, mais c'est le gradient d'une fonction, cette dérivée covariante ici est symétrique. Ça va être une dérivée seconde avec les gamma qui sont symétriques. Donc ceci c'est symétrique, donc je peux le remplacer par Kmu point virgule rho. Et donc ça c'est Kmu. Alors, mais ça c'est 1 demi Kmu point virgule rho G nu rho. Et puisque Kmu est de genre lumière, c'est égal à 0. Donc vous voyez que les courbes intégrales de Kmu sont des géodésiques. Et je vais les appeler, et on les appelle les rayons, ces courbes. Et R est un paramètre qui croît selon les rayons dans le cas de Minkowski. Et on va introduire une telle coordonnée ici aussi. Donc on va introduire maintenant une coordonnée R qui a la propriété de croître dans les directions, lorsqu'on se balade le long des courbes intégrales de Kmu en allant vers l'infini, comme ici. Donc on va choisir une telle coordonnée R, et on va aussi supposer que, vous voyez ici la propriété, c'est si vous fixez T et R, ou U et R, vous avez une sphère. Donc je vais supposer aussi que là, la structure de mes hypersurfaces U égale à constante est telle que si je fixe U et une valeur du paramètre le long des rayons, j'obtiens des sphères. Et donc je vais introduire des coordonnées θ-phi, mais je vais à nouveau baptiser collectivement XA, où grand A prend les valeurs 1, 2. Mais je vais choisir ces coordonnées. Bon, pour chaque valeur de T et de R, j'ai une sphère. Donc si je me déplace, donc même à U constant, si je me déplace le long d'un rayon, donc je fais varier la valeur de R, j'ai chaque fois une sphère différente, en fait une sphère de rayon de plus en plus grande dans ce cas-ci, j'ai représenté la sphère comme un cercle en fait. Donc ce que je vais faire, c'est je vais propager, donc sur chacune de ces sphères, je peux choisir des angles θ-phi. Mais je veux que le choix de θ-phi pour une valeur de R soit en accord avec le choix de θ-phi pour la valeur suivante de R. Donc je vais imposer aux fonctions θ et phi que leur dérivée le long de Kmu est nulle. Donc je vais imposer Kmu d mu θ égale Kmu d mu phi est égal à 0. Donc je veux propager θ, je veux faire les choix des angles sur ces sphères. Donc pour chaque valeur de R, donc je fixe U. Pour chaque valeur de R, j'ai une sphère, mais je veux que le choix des angles θ-phi sur les différentes sphères soit corrélé. C'est-à-dire, a priori, je pourrais faire tourner la sphère et choisir autrement les angles, mais je ne veux pas faire ça. Et donc, ce que je dis ne pas faire tourner la sphère, c'est prendre des angles θ et phi qui obéissent à cette condition. Alors, dans les coordonnées... donc je vais avoir mes coordonnées U, R, qui est un paramètre donc, qui croît le long des rayons, et θ-phi. Et je prétends qu'on a les conditions suivantes qui sont réalisées. Le coefficient GRR, donc ça c'est le produit scalaire du vecteur d sur dr avec lui-même. Mais par construction, d sur dr est proportionnel à Kmu, au vecteur tangent au rayon, et Kmu est un vecteur nul. Donc on voit tout de suite que G RR est égal à 0. Et on a aussi que G RA est égal à, donc qui est le produit scalaire du vecteur d sur dr avec le vecteur d sur dxa,
je prétends que c'est égal à 0. Alors pourquoi c'est égal à 0? Parce que les vecteurs d sur dxa sont tangents. Donc d sur dxa, c'est d sur dxa dans ce système de coordonnées-là. Donc c'est d sur dxa à u constant. Donc ça veut dire que c'est des vecteurs tangents aux hypersurfaces u égale constante, qui sont des hypersurfaces nulles, et le vecteur k est orthogonal à tout vecteur tangent à ces hypersurfaces nulles. Donc on aura automatiquement ça. Donc dans les coordonnées que je construis ici, on sait déjà qu'il y a 1 et 3 coefficients de la métrique qui sont nuls. Et donc il reste, parmi les 10 coefficients de la métrique, donc à 4 dimensions, la métrique a 10 composantes indépendantes. Parmi ces 10 composantes, avec les choix que j'ai faits, il n'y en a plus que 7 qui restent. Alors, on va paramétriser les choses comme ceci. Je vais en fixer encore une. On va se ramener à 6. Mais avant de le faire, donc je vais déjà écrire où on est arrivé pour le moment. Donc j'ai un certain coefficient GUU que j'appelle A, qui est une fonction des coordonnées, donc qui correspond, qui est 1 ici, ou moins 1, pardon, ici, mais qui peut être une fonction quelconque en général. Puis je vais avoir un terme croisé DU-DR, qui est moins 1 là-bas. B est égal à moins 1 là, mais qui, je laisse, en général, on ne sait pas. Et puis, je peux avoir, ce que je sais, c'est que je n'ai pas de terme en GRR, donc je n'ai pas de DR carré, et je n'ai pas de terme en DR, DA. Mais je peux avoir des termes en GUA. Alors il est pratique de paramétriser les choses comme ça, donc de mettre ensemble dxa, mais donc il faut un terme en du, donc le coefficient en du, je le paramétrise comme ceci, puis je vais avoir un terme dxb moins ub du. Donc, au lieu d'utiliser donc GUA, je le réécris comme, vous l'avez ici, hein, SAB, UB. Comme cette métrique est inversible, sinon on aurait une métrique qui serait dégénérée. Donc, ceci est une métrique en fait définie positive, donc de signature euclidienne. Donc, cette métrique étant inversible, je peux paramétriser certainement le coefficient GUA de la métrique en termes d'un vecteur comme ça. Donc il se fait que c'est une paramétrisation pratique. Et donc combien de composantes j'ai? J'en ai ici 2, les deux composantes Uθ, Uφ. Ici c'est une métrique sur une variété à 2 dimensions, donc j'en ai 3. Là j'en ai 1, là j'en ai 1, donc 1, 2, 5, 7. D'accord? Donc j'ai bien tenu compte. Donc à ce stade-ci, ma métrique, qui obéit aux conditions explicitées là, contient 7 fonctions des coordonnées. Et ce que je vais faire maintenant, je vais imposer une condition de coordonnées supplémentaire qui va m'éliminer une fonction. Donc je vais supposer que, comme ici, quand R croît, les sphères ont une surface qui croît. Je vais parfois parler de volume, mais c'est un volume à 2 dimensions, donc c'est une surface. Donc j'ai supposé que quand on va vers, ou en tout cas quand on est suffisamment loin, les choses sont telles comme dans Minkowski, que lorsque je fais croître R, la métrique sur la sphère qui est R carré dω carré croît. Et donc quand on va vers l'infini, j'ai des sphères de plus en plus grandes. Donc j'ai supposé que cette condition est réalisée ici aussi. Donc je vais supposer que quand R croît, la surface croît, et en fait, je vais imposer la condition que si je calcule le déterminant de cette métrique, donc ça va être une fonction de R et des angles. Alors dans le cas de Minkowski, si je calcule le déterminant de cette métrique, je vais obtenir, donc c'est une métrique, donc la métrique c'est R carré, 0, 0, R carré, sinus carré θ. Donc le déterminant, ça va être R4 sinus carré θ. D'accord? Eh bien, je vais dire, je choisis ma coordonnée R là, de telle manière que le déterminant soit R4
sinus carré θ. Et ceci est possible si R est effectivement une variable qui est monotone et qui croît, en l'occurrence, quand on change la sphère. Et puis, ceci doit être vu comme une définition de R. Hein. Donc, je fixe la coordonnée R de manière à ce qu'on ait ceci. C'est automatiquement vrai là-bas, et donc on copie ce qui se passe là. On dit voilà, on va imposer une condition de coordonnées supplémentaires. La variable R va être ce que parfois on appelle une variable de luminosité. Elle donne directement une information sur la surface de la sphère R égale à constante. Et on inclut le facteur sinus carré θ parce que on veut que dans Minkowski les choses soient simples. Et comme il y a un facteur de sinus carré θ dans Minkowski, on le met là ici. Hein. Dans le cas de Minkowski, cette condition vous dit que R, c'est R. Bon, c'est ce qu'on veut. Dans le cas général, R sera une fonction plus compliquée. Mais ici, c'est cette condition. Hein, donc tout ce que j'ai dit jusque-là, je peux le répéter ici, mais ça ne m'aurait pas fixé R. Et donc ce que je dis maintenant, je vais fixer R de manière à ce que ce soit une variable de luminosité, c'est-à-dire qui satisfait ça. Un autre choix possible aurait été de dire je vais prendre R paramètre affin le long des géodésiques. Ce qui fait que dans Minkowski, ça donne la même chose. R est un paramètre affin, ou affine, je ne sais pas ce qu'on dit. En général, ça ne donne pas la même chose. Bondy a fait ce choix, je vais prendre le même choix. Alors, et donc, K va être proportionnel à D sur dr. Donc, oui. Ils ont la même direction, ils sont proportionnels, mais il y a un facteur en général. De ce que je viens de dire, oui, voilà. Si j'avais pris R paramètres affines, j'aurais pu les choisir égaux. Mais comme ceci ne va pas me donner nécessairement, c'est un paramètre qu'ils ont appelé de luminosité, parce que c'est lié à la surface de la sphère R égale constante, ça ne va en général pas être... on ne va pas avoir exactement la correspondance. D'ailleurs, ça se voit dans les éléments de matrice. Donc, ceci étant dit, il y a une de ces fonctions qui va disparaître. Donc, SAB va contenir une fonction de moins. Parce que son déterminant en fonction de R et θ est fixé. Donc, il faut obéir à cette condition. Donc, ça va m'enlever une fonction ici. Et donc, au lieu d'en avoir 7, j'en aurai plus que 6. D'accord. Alors, je vais, pour des raisons qui vont apparaître tout de suite, claires, enfin, parce que ça simplifie aussi les calculs ultérieurs, la paramétrisation qu'on va donner de A, B et SAB est la suivante. Donc, je vais choisir les notations de Bondy. Je vais appeler la fonction A V, E exposant 2 bêta sur R. Donc je vais paramétriser la fonction A et la fonction B de la manière que j'indique maintenant. Donc du carré. Et B, je vais l'appeler moins E exposant 2 bêta. Donc ça, c'est une réécriture de B, et une fois qu'on a paramétrisé B comme ça, on paramétrise A comme ça. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est simple dans les cas qu'on contrôle bien. Donc c'est une bonne paramétrisation, comme on va le voir. Et puis, SAB, donc il faut paramétriser SAB. Je vais écrire SAB comme R carré HAB, dxa moins UA du, dxb moins UB du. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'alors la condition de déterminant devient que le déterminant de HAB, donc SAB est R carré HAB, donc le R4 s'en va, c'est juste sinus carré θ. Donc ça, si vous regardez les articles classiques, comme j'ai dit, ou historiques de Bondy et de Sachs, c'est la forme de la métrique à partir de laquelle ils étudient les propriétés asymptotiques et les équations du mouvement, etc.
Et donc, et même Sachs aussi, on peut donner une paramétrisation. Donc HAB, puisqu'il y a ça, ne dépend que de deux fonctions. On peut écrire, il y a des paramétrisations peuvent être données, mais j'en aurai pas besoin, donc je vais pas, ça prend du temps de les écrire, je ne vais pas les écrire ici. Donc je vous réfère aux articles historiques. Alors maintenant, ceci, c'est une métrique très générale. J'ai simplement supposé qu'il y avait un feuilletage par des hypersurfaces de genre lumière, et puis j'ai supposé des choses très générales, mais j'ai encore rien dit sur le comportement pour grande valeur de R de la métrique. Donc maintenant, je vais apposer des conditions asymptotiques. Donc je vais supposer que cette métrique représente un système isolé qui occupe un volume, disons, qui est situé à R plus petit qu'une certaine valeur R0, et qu'au-delà de cette valeur de R, la métrique va tendre vers la métrique de Minkowski. Et donc je vais supposer que pour grande valeur de R, cette métrique-ci tend vers la métrique qui est ici, Minkowski. En d'autres termes, je vais supposer que VE exposant de bêta sur R tend vers moins 1, que E exposant de bêta tend vers 1, et que HAB tend asymptotiquement vers la métrique de la sphère ronde. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc ici, j'ai juste construit un système de coordonnées, mais je n'ai pas encore mis de condition qui exprime que pour grande valeur de R, la métrique est plate. Tend vers la métrique plate, plutôt. Et maintenant, je vais l'imposer. Donc je vais imposer les conditions asymptotiques. Alors ça, j'en aurai sans doute besoin. J'espère avoir le temps de faire ça. Et donc, ce que je vais supposer, c'est que V, donc peut-être j'écris d'abord, oui, c'est V, donc on veut asymptotique. D'abord, E exposant 2 bêta doit tendre vers 1, donc V sur R doit tendre vers moins 1, donc je vais supposer que V commence par moins R. Et puis je vais avoir un terme en 1 sur R dans la métrique, et donc ça va correspondre à une fonction que je fais un développement en puissance de 1 sur R. Les coefficients des termes du développement vont être des fonctions de U, de θ et de phi, mais pas de R. Donc, premier ici, c'est bon. Puis là, je vais avoir le terme constant qui va me donner un terme en 1 sur R dans la métrique. Je l'appelle M, pour des raisons qui vont apparaître clairement. Et puis, le terme suivant va être d'ordre R-1, etc. Donc, je suppose qu'on peut faire un développement en puissance de 1 sur R et que les premiers termes sont ceux-ci. Ça peut être un développement limité. Je ne demande pas nécessairement qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Mais voilà, donc je demande qu'on ait ceci. Pour bêta, il faut que E exposant bêta tende vers 1. Donc ça veut dire que bêta doit tendre vers 0. Donc si je suppose que les choses se développent pas en 1 sur R, ça veut dire que je vais commencer par bêta 0 sur R, plus bêta 1 sur R carré, etc., plus des termes d'ordre 1 sur R cube. Alors, UA, oui, donc peut-être j'écris d'abord S, la métrique SAB, donc, ou HAB, pardon. Alors, HAB, donc c'est ce qui contrôle ceci. Donc, R carré HAB dXA dXB, ça doit coïncider avec la métrique ici sur la sphère. Donc HAB au premier ordre doit être juste la métrique sur la sphère de rayon unité. Et je vais appeler cette métrique gamma AB. Donc gamma AB, sous forme matricielle, c'est 1, 0, 0 dans les angles sinus carré θ. Donc ça, c'est gamma AB.
Et puis, il peut y avoir des termes qui tendent vers 0, bien sûr. Et le premier terme qui tend vers 0, on lui donne un nom, traditionnellement CAB sur R. Puis le terme suivant, DAB sur R carré, etc. Moins 3. Mais HAB est soumis à la condition de déterminant. Donc si je développe un déterminant, on voit apparaître la trace. Donc gamma AB a déjà le bon déterminant. Et donc ça veut dire que ceci ne va pas modifier le déterminant. Donc il faut que la trace de gamma AB, de CAB, soit égale à 0. Et puis on aura une condition à l'ordre suivant. Donc ça c'est quand on développe le déterminant au premier ordre de 1 plus une petite matrice. Puis après il y aura des termes qui viennent, qui seront quadratiques, etc. Je ne les écris pas. À chaque ordre il y aura une condition bien entendu, mais je regarde que la condition sur CAB. Donc CAB doit être un tenseur sur la sphère et qui dépend éventuellement de U, de trace nulle. Où la trace est prise avec la métrique de la sphère ronde de rayon unité. Donc c'est gamma AB, c'est la métrique de la sphère qu'on connaît bien. Et puis, le terme suivant. Alors maintenant, je vais donner des conditions sur U. Donc en fait, U, donc la métrique, donc ce qu'on demande en coordonnées, si j'étais en coordonnées cartésiennes, on demande en général que la métrique tende vers la métrique de Minkowski à des termes d'ordre 1 sur R près. Mais évidemment, quand vous passez à coordonnées cartésiennes à coordonnées polaires, le changement de variable faisant apparaître des R, ce qui est d'ordre 1 sur R peut devenir d'ordre 1. Donc il faut toujours comparer au terme dominant. Alors le terme croisé, disons, angle, donc A fois U, quand vous faites le changement de coordonnées, ceci reste d'ordre 1. Le changement U en termes de l'ancienne variable, c'est d'ordre 1, mais les angles vont apparaître à un R. Donc ça va faire rehausser de 1 le degré, la dépendance en R. Donc ce qu'on va demander, c'est qu'éventuellement les termes croisés, on va autoriser que les termes croisés, quand on va à l'infini, quand il y a une composante angulaire, se comportent comme d'ordre 1. Parce que ça, c'est un ordre 1 sur R plus petit que l'ordre de Minkowski, qui est 1 sur R. Donc je vais demander que UA, avec l'indice en dessous, qui contrôle ceci, soit d'ordre 1. Mais donc quand je vais élever l'indice à l'aide de la métrique, comme la métrique va comme R carré, quand je vais élever l'indice, je fais apparaître en 1 sur R carré. Donc en fait, UA, c'est juste pour motiver la condition asymptotique sur UA avec l'indice au-dessus. On va demander que ça commence à l'ordre 1 sur R carré. Et je vais appeler le premier terme UA0, plus U1 A sur R cube, plus des termes d'ordre 1 sur R4. Donc pourquoi ça commence par R carré? Parce que quand j'abaisse l'indice, je fais apparaître un R carré, donc j'aurai un terme d'ordre 1. Et ordre 1, c'est bien, en coordonnées polaires, un ordre plus petit que la métrique plate. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les conditions asymptotiques imposées par Bondy et ses collaborateurs, et Sachs aussi. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Ah oui, peut-être avant même de parler de la résolution. En fait, pour des raisons qu'on va comprendre, Bondy a donné un nom à M. Oui, peut-être je n'ai pas le temps de parler beaucoup plus que ça. Donc, il a donné un nom à N et il a donné un nom à DUCA, et ça je vais expliquer. Donc il a appelé NAB. Alors M, il a appelé l'aspect masse de la solution. Donc ça s'appelle depuis lors l'aspect masse de Bondy. Et c'est ce tenseur-ci, donc la dérivée par rapport à U de CAB, où CAB est
la déviation, donc la déviation au premier ordre par rapport à la métrique de la sphère. La dérivée par rapport à U, il l'appelait le tenseur des nouvelles, the news tensor. Bon, je l'appelais tenseur des nouvelles. Alors, on va voir peut-être pourquoi ceci est relié à la masse. Mais regardons, on peut écrire Schwarzschild dans des coordonnées retardées. Alors c'est très facile, enfin c'est relativement facile. Donc si vous parlez de Schwarzschild, partez de Schwarzschild, ds carré, moins 1 moins 2m sur r, dt carré, plus 1 moins 2m sur r, moins 1 dr carré plus r carré de oméga carré. Donc j'ai envie d'écrire ça dans des coordonnées de Bondy, que j'ai effacées, mais enfin, vous vous en souvenez. Et donc pour faire ça, je vais introduire ce qu'on appelle la coordonnée tortue, qui est définie comme ceci. dr, donc qui diverge logarithmiquement à l'horizon r égale à 2m et qui tend vers l'infini quand r tend vers l'infini. Donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Alors j'introduis la coordonnée retardée. On l'introduit pourquoi? Parce que si maintenant j'introduis t, donc u est égal à t moins r étoile, où r étoile est définie comme ça, vous pouvez voir très facilement que ds carré devient... donc ça c'est une coordonnée retardée, donc ça joue le rôle du u qui est là. Vous mettez ça là-dedans, à nouveau le terme en dr carré va disparaître, parce qu'on va avoir un terme du même type qui va venir de dt carré, en utilisant ça. Un dt carré va contenir un d r étoile carré avec un signe moins, et dr étoile carré va contenir ceci à la puissance moins 2, avec ça à la puissance 1, je vais obtenir exactement ça à la puissance moins 1, mais avec une différence de signe, donc le terme en dr carré, il n'y en a plus. Et donc je vais obtenir, ceci va me donner du du carré. Puis j'ai le terme croisé qui va rester. Et puis j'ai évidemment ça qui reste. Donc vous voyez que dans le cas de Schwarzschild, M, donc avec ma parabole, donc si maintenant vous allez avoir... oui, rappelez-vous, on avait V sur R, E moins 2 bêta, donc qui est égal à 1, parce qu'il n'y a pas de terme dans ce cas-ci exactement. Donc on a V sur R doit vous reproduire ceci, donc je pense que normalement les choses ont été faites pour avoir le même M. Donc ce M-ci est le M qui est là. Je ne sais plus, j'avais mis un moins devant un V, je ne sais plus, dans la définition. Non. Donc voilà, donc on a le moins qui me donne ce moins 1 ici, puis j'ai le 2m sur R, mais donc j'ai bien 2m sur R qui vient de développement là. Donc vous voyez que ceci, qui est bien connu comme étant le paramètre de masse de Schwarzschild, correspond avec le M introduit ici. Donc c'est pour ça que Bondy lui a donné le nom de aspect masse de la solution. En général, cependant, le M qui est ici va dépendre de U et peut dépendre des angles aussi. Donc dans Schwarzschild, on a une situation où les choses sont statiques, on a la symétrie sphérique, donc M ne dépend ni des angles, ni de temps, donc ni de U. C'est une constante, qui apparaît comme une constante d'intégration. En général, si je regarde une solution tout à fait générale, avec des ondes gravitationnelles, etc., M va être une fonction, peut dépendre des angles et peut dépendre de U. Donc ça justifie la terminologie pour M. Pour justifier NAB, enfin cette terminologie pour CAB, je vais vous parler brièvement des équations du mouvement. Donc si on est... La chose à faire ensuite, et c'est ce qu'ils ont fait ensuite, c'est écrire les équations d'Einstein pour une métrique de la forme de Bondy. Et voir ce qu'on peut dire, comment ces équations d'Einstein vont contraindre les différentes fonctions qui apparaissent dans la métrique.
Alors, je vous rappelle ces différentes fonctions. Ah ben oui, la métrique est ici. Donc, il y a HAB, il y a UA, il y a bêta et il y a V. Alors, là, je vais juste vous référer aux références, mais c'est une propriété importante à savoir. Donc, si vous voulez voir la démonstration, il faut aller vers ces articles. C'est assez long, il faut un peu manipuler les équations d'Einstein, mais la conclusion, le résultat, est relativement facile à comprendre. Donc, ce qu'ils ont montré, Bondy et ses collaborateurs, c'est que pour résoudre les équations d'Einstein, il fallait se donner les données suivantes. Il fallait fixer HAB pour une certaine valeur de U, que je vais appeler U0, donc une certaine valeur du temps retardé U, pour toute valeur de R et pour toute valeur des angles. En d'autres termes, il faut se fixer tous les termes dans ce développement-ci pour une valeur de U fixe, qu'on peut voir comme le temps initial. Donc, si on regarde les cônes, donc on se donne U, on se donne ça sur le cône. Sur un cône. Bon, mais quand je parle de cône, évidemment, on ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Hein. On est dans un champ de gravitation, ce n'est pas Minkowski. Donc il faut se donner ça. Il faut ensuite... il faut se donner, en fait, concernant HAB, un tout petit peu plus, mais uniquement sur le coefficient suivant, le CAB, qui dépend de U et des angles, mais il peut être arbitraire. Donc il faut se le donner si on veut spécifier la solution. Donc ça, c'est une donnée libre. On peut se donner librement CAB. Si on veut intégrer les équations du mouvement, on peut se donner librement CAB, et il faut se le donner si on veut spécifier complètement la solution. Et puis ensuite, il faut se donner les conditions initiales. Bon, ça, c'est pour la partie intéressante, disons, qui est la partie en fait angulaire. Et puis pour les autres fonctions, il faut juste se donner des conditions initiales, mais pour l'ordre dominant. Donc il faut se donner M de U0 XA. Et, mais je ne vous ai pas dit, pour UA, oui, il faut se donner, peut-être je peux l'écrire. Il faut se donner aussi le premier terme dans le développement de U. Et donc, en fait, il faut se donner aussi U1A, parce que l'autre va être fixé par les contraintes pour U0XA. Alors, U1A, on peut voir que c'est relié à l'aspect moment angulaire, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Voilà, donc ce que Bondy et ses collaborateurs ont montré, c'est que les équations d'Einstein déterminaient complètement la métrique, pour autant qu'on se donnait des conditions initiales, ça on le sait bien, il y a des degrés de liberté au champ, et ça consistait dans cette formulation à se donner la fonction angulaire HAB pour une valeur de U0, HAB devant être contraint évidemment par ces conditions de trace, enfin de déterminant. Donc il y a deux fonctions à se donner là, et puis pour une valeur donnée de U0, mais en plus de ça, la première fonction non triviale qui apparaît, elle est complètement arbitraire. Donc on peut la choisir comme on veut, on peut pour chaque choix construire une solution. Et puis les autres coefficients de la métrique, il faut se donner la valeur de l'aspect masse pour une valeur de U0, pour l'instant initial, instant en termes de temps retardé, et idem pour le premier coefficient qui apparaît dans le développement ici. Et ils ont montré qu'ensuite, en tout cas en supposant que le développement formel en puissance de R avait un sens, tous les autres coefficients étaient déterminés. Donc c'est les seuls degrés de liberté qui apparaissent dans le problème. Et en particulier, ils ont montré, et c'est ça une des équations intéressantes, c'est que la dérivée, donc pourquoi il faut se donner que M pour une valeur de U0, c'est parce que quelque part dans les équations d'Einstein, il y a une équation d'Einstein qui relie la dérivée de M au reste.
Alors, c'est quoi le reste dans ce cas-ci? On peut montrer, bon, ça je ne vais pas le faire explicitement, mais ça vient des équations d'Einstein. C'est en fait le tenseur NAB qui apparaît là. Donc, ils ont montré que parmi toutes les équations d'Einstein, il y avait une conséquence qu'on pouvait tirer qui donne la dérivée par rapport à U de M en fonction de choses qu'on se donne, qui sont HAB et CAB. Et donc, CAB en tout cas. Donc si vous connaissez CAB, justement, c'est une des choses qu'on peut se donner. Vous connaissez le tenseur N. Et donc vous voyez que la dérivée par rapport à U de M, en général, ne va pas être 0. Dans Schwarzschild, ça serait 0 parce que le N est égal à 0. La métrique HAB est juste la métrique gamma AB, donc CAB est égal à 0. Donc a fortiori, du de CAB est égal à 0. Donc dans le cas de Schwarzschild, évidemment, ce tenseur-ci est nul et vous apprenez que la masse est constante. Dans le cas d'une solution générale, la masse n'est pas nécessairement constante, l'aspect masse de Bondi n'est pas nécessairement constant, et l'interprétation physique, elle est très claire. Si vous dessinez les choses en termes de diagramme de Penrose, et même si on l'a dérivé pour Minkowski uniquement, ça donne une bonne idée des infinis. Donc oubliez un peu ce qui est là, mais en tout cas, regardez l'infini. Ce qui se passe quand vous travaillez sur une hypersurface de genre lumière, c'est qu'évidemment, s'il y a des particules de masse nulle, en particulier les ondes gravitationnelles, peuvent s'échapper, peuvent arriver à l'infini de genre lumière. Et donc ce qui peut se passer, c'est que si vous mesurez la masse ici et la masse là, il peut y avoir une différence qui est liée à l'énergie qui a été transportée par les ondes gravitationnelles. Alors on peut montrer, à nouveau, je ne vais pas développer ça plus, je vais simplement le mentionner parce que c'est important, mais ça n'est pas l'objet principal du cours. On peut montrer qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on a donné le nom tenseur de nouvelles à N, c'est que l'énergie, le flux d'énergie à travers cette surface est précisément donné par ça. Et donc la variation de la masse va être directement reliée au flux d'énergie à travers à l'infini. Alors c'est très intéressant, c'est très important. J'ai donné les références, enfin elles se trouvent sur le site, sur la page reprenant le cours. Donc si cela vous intéresse, c'est des résultats importants, mais on ne peut pas tout faire. Je vous encourage à aller voir les articles historiques de Bondi et Sachs. Donc le tenseur de nouvelles porte bien son nom, c'est vraiment ce qui est. Et alors pourquoi il faut spécifier CAB? Ben, vous voyez qu'on se donne un problème qui n'est pas un problème sur des hypersurfaces de Cauchy. Et donc quand on doit intégrer les équations, on doit savoir ce qui vient ou ce qui part par l'infini. Si vous voulez savoir ce qui se passe, si vous connaissez les choses ici et que vous voulez savoir ce qui se passe là, ben, ça va dépendre de ce qui est sorti. Et donc ça n'est pas contrôlé en sachant ce qui est ici. Et donc c'est pour ça que comme on se donne un problème de Cauchy, si vous voulez, mais pas sur une hypersurface de Cauchy, il y a des choses qu'il faut se donner en plus si on veut avoir un problème complètement spécifié ou bien posé. Et donc on est obligé, il faut contrôler, et comme ça, il faut en d'autres termes contrôler les nouvelles, ce qui sort dans ce cas-ci, puisque c'est donc si on sait ce qui sort, on est capable de prédire l'avenir. Vous savez qu'on a un contrôle des ondes, des signaux qui se propagent à vitesse de la lumière et qui vont sortir. Donc si on sait ça, si on se donne ça, on est capable de construire la solution. Donc c'est un problème où on a une fonction arbitraire du temps qu'il faut spécifier et qui mesure ce qui sort à l'infini. Si on faisait la même chose dans des coordonnées de Bondi avancées, là il faudrait savoir ce qui rentre. Donc vous poseriez un problème de Cauchy sur des hypersurfaces comme ça, et donc il est clair que pour aller de là à là, vous devez savoir ce qui rentre. On aurait la situation, disons, symétrique du point de vue renversement du temps. Bien, alors je ne dirai pas plus sur la métrique de Bondi, les coordonnées de Bondi, juste pour vous dire que peut-être j'aurai l'occasion d'utiliser la terminologie masse de Bondi et tenseur de nouvelles
Donc vous avez comme ça une idée de ce que c'est. Mais je rappellerai peut-être plus précisément quand je les utilise exactement ce que je veux dire, mais vous avez déjà été exposé une fois comme ça. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est me poser la question des symétries asymptotiques. Donc j'ai ici une métrique qui a un certain comportement asymptotique et je voudrais déterminer les difféomorphismes qui préservent ce comportement asymptotique. Donc tel que si je fais une transformation donc, de R va en R', qui est une fonction de R, U, θ phi, U va en U', qui est une fonction de R, U, θ phi, etc. pour θ et pour phi. Est-ce que dans les nouvelles coordonnées, quelles sont les conditions pour que dans les nouvelles coordonnées, la métrique prenne cette forme-ci avec un comportement asymptotique en termes de la nouvelle coordonnée qui est donnée par celui-là? C'est ce qu'on appelle les symétries asymptotiques. Donc je voudrais résoudre ce qu'on appelle les équations. Donc je vais considérer des difféomorphismes infinitésimaux, et donc je vais considérer les transformations infinitésimale de la métrique sous difféomorphisme, c'est-à-dire je vais être amené à considérer la dérivée de Lie de la métrique pour les difféomorphismes infinitésimaux définis par le champ de vecteurs considéré. Donc je vais chercher les champs de vecteurs qui ont la propriété que la dérivée de Lie de la métrique le long de ces champs de vecteurs est compatible avec la forme asymptotique. Donc la variation de la métrique, donc quand on fait un difféomorphisme, la métrique G lambda mu devient G lambda mu plus dérivée de Lie, donc à l'ordre, bon, il y a un epsilon que je devrais écrire, hein, plus epsilon carré. Bon, et donc ce que je vais demander, c'est que cette métrique-ci prenne la même forme, peut-être avec une fonction V', bêta', H', U'A, etc., où ces fonctions ont le même comportement asymptotique. Donc, quelles sont les conditions sur Xi pour que cette métrique-ci ait la forme de Bondy avec les mêmes conditions asymptotiques? C'est ce qu'on appelle les symétries asymptotiques, donc qui préservent la forme asymptotique de la métrique. Et donc, je voudrais déterminer tous les champs de vecteurs qui ont cette propriété. Et donc, je vais devoir résoudre la condition dérivée de Lie de la métrique. Mais par exemple, il n'y a pas de terme GRR, donc dérivée de Lie de la métrique composante RR est égale à 0. Je ne vais pas en engendrer une par changement de coordonnées, puisque par définition, je regarde les changements de coordonnées qui préservent la forme de la métrique. Puisque GRR est égal à 0, la nouvelle métrique G'RR, qui est donnée par GRR plus dérivée de Lie de GRR, composante RR, doit être égale à 0. Et ainsi de suite. Donc il y a des zéros, puis il y a d'autres choses. Par exemple, je vais aussi demander que la dérivée de Lie de que la variation de la partie angulaire, puisque la partie angulaire est fixée au premier ordre à être la métrique de la deux sphères, ça ne peut pas changer. Donc la variation de la partie angulaire devra être un terme qui est en 1 sur R ici. Bon, c'est multiplié par R carré, donc on ne peut avoir que des termes en R. Donc c'est ça la stratégie. Et je vais commencer le calcul parce que c'est quand même un calcul intéressant. Je ne vais pas faire peut-être toutes les étapes, mais je voudrais en tout cas que vous compreniez la manière dont ça procède. Et ce que je prétends, c'est qu'en faisant ce calcul, je vais retrouver exactement le groupe de Bondy-Messer-Sachs, c'est-à-dire le groupe de BMS, c'est-à-dire le groupe qui préservait la structure carolienne conforme à l'infini. Donc en cherchant les symétries asymptotiques de cette métrique, je vais exactement tomber sur les transformations qui préservent la structure conforme à l'infini, ce qui n'est peut-être pas très surprenant, mais néanmoins c'est un calcul intéressant. Donc je vais vous montrer comment on procède, je ne vais peut-être pas faire tous les détails. À nouveau, ça se trouve dans les articles considérés. Mais donc c'est pour ça que j'avais gardé l'expression de la dérivée de Lie ici, parce que je vais l'utiliser maintenant. Et donc je vais regarder par exemple la condition que... Donc quelle est la condition par exemple pour lambda égale mu égale R?
Donc je vais parfois appeler ceci la variation, puisque ceci je vais parfois l'appeler delta xi g lambda mu. Donc c'est la dérivée de l'i, c'est la variation de g sous le difféomorphisme induit par xi. Donc je l'appelle parfois le dérivé de l'i, parfois delta xi pour se rappeler que c'est la variation. Donc je montre que g plus sa variation obéissent aux mêmes conditions asymptotiques. Et donc ça veut dire en particulier, puisque GRR doit être nul, que la variation GRR doit être égale à 0. Donc si je calcule la dérivée de l'i, cette métrique, le long de xi, composante RR, je dois obtenir 0. Alors ça c'est facile. On va appliquer là, donc je vais faire les calculs vraiment en piéton. D'abord je réécris les choses. GRR virgule ρ plus 2 xi ρ virgule r g ρ r est égal à 0. Donc j'applique simplement la formule générale. Comme j'ai pris 2 fois la même composante ici, j'ai fait 2 fois le même terme. La dérivée par rapport à r. Alors ça c'est une équation qui est facile à analyser. Pourquoi? Parce que j'ai les composantes avec un r de la métrique ont le beau goût d'être soit nulles, donc ça c'est 0, soit, en fait, il n'y en a qu'une qui est non nulle, qui est GUR. Les composantes R angle sont nulles. Donc il n'y a vraiment qu'un seul terme qui apparaît dans cette équation. Je vais laisser tomber le... qui est xi U virgule R GUR est égal à 0. Mais puisque GUR est inversible, c'est la même chose que xi U virgule R est égal à 0. Et donc j'obtiens la relation que xi U, bon, vous voyez, c'est déjà une belle relation, xi U ne peut pas dépendre de R. Donc c'est une certaine fonction de U et de xa, qui peut être quelconque, pour le moment. Je n'ai regardé qu'une seule équation, il y en a 10 à satisfaire, donc on va avoir des contraintes évidemment, mais à ce niveau-ci, on a appris quand même une chose intéressante, pas de dépendance en R pour xi U. Alors maintenant, on va regarder, donc la stratégie, c'est évidemment de s'attaquer aux composantes les plus faciles, pour essayer de tirer déjà des informations, et puis on abordera les composantes où il y a plus de termes qui apparaissent. Donc GRR était particulièrement facile, parce que RR c'est facile parce que GRR est égal à 0 strictement. Alors une autre composante qui est égale à 0, c'est GRA. Donc on va demander que delta xi GRA soit égal à 0. Alors là, bon, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais enfin écrivons donc d'abord les choses en entier. Donc ça c'est GRA virgule ρ, ça c'est un terme qui est facile, c'est 0, mais donc après j'en ai en principe 2, xi ρ R G ρ A plus xi ρ A. Donc ici je vais faire les premiers calculs, je vais vraiment les faire systématiquement. Comme ça vous voyez sans tricher comment ça fonctionne. A G R ρ. Donc j'ai appliqué la formule générale qui est là-bas. Donc voilà ce qu'elle me donne ici. Alors ceci, puisqu'il n'y a pas de terme GRA dans la métrique, quand je varie la métrique, si je veux qu'elle garde la même forme générale, il faut que ce soit égal à 0 strictement. Alors, ça c'est le premier terme, il ne dit pas grand-chose. Enfin, si, on peut l'oublier puisque GRA est égal à 0, donc les dérivées de GRA sont nulles. Et ici, GRA, si je regarde la métrique, j'ai à la fois des composantes... je vais d'abord écrire les choses en détail. Donc là, j'ai d'abord... j'ai une composante qui peut être UA. Mais je viens d'apprendre que xi U ne dépendait pas de R. Donc quand je mets U ici, j'ai rien. Donc ce que j'ai comme équation qui va me sortir de là, c'est xi angle, ρ peut prendre la valeur peut être un angle, donc xi B R, G AB, mais G AB, donc on l'a appelé R carré HAB, plus, donc là c'est ce que me donne ceci. Ici j'ai GR ρ, mais à nouveau GR ρ, ça c'est facile,
soit je ne peux avoir que ρ égale à U pour avoir un terme non nul. Hein. La métrique, dès qu'il y a une composante R dans la métrique, elle est non nulle que si l'autre composante est U. Donc j'ai GRU ici, qui est moins E exposant bêta. Donc j'ai moins E exposant 2 bêta xi, et donc ça c'est U, virgule A, égale à 0. Donc j'ai une équation, en fait, qui est simple. Pourquoi? Parce qu'elle fait apparaître xi b maintenant, la dérivée de xi b par rapport à R, en fonction de quelque chose sur laquelle je peux déjà dire des choses. Qu'est-ce que je peux dire? Ça, je sais, je vais regarder le développement en puissance de 1 sur R, puisque c'est ça l'idée. Hein. On cherche des difféomorphismes qui préservent la forme asymptotique, donc on va aussi les développer en 1 sur R. Bon, il est clair que si j'ai un difféomorphisme qui décroît très vite en 1 sur R, il ne va jamais rien changer. Donc c'est intéressant de regarder les premiers termes. C'est là qu'on va pouvoir dire des choses. Donc je vais développer en 1 sur R, mais qu'est-ce que j'apprends? Ce terme-ci est d'ordre 1, ne dépend pas de R. E exposant de bêta, c'est aussi d'ordre 1, hein, puisque bêta tend vers 0. Donc ça, c'est d'ordre 1. Donc ce que j'apprends par cette équation, c'est que xi b R, alors je peux mettre ça de l'autre côté, c'est disons, la dérivée de f par rapport à, je mets de l'autre côté, xa, fois 1 sur R carré, fois la métrique inverse de h à b, que je vais noter h à b comme ça. Donc j'introduis une métrique inverse de la métrique de sphère, qui n'est pas la métrique plate ici h à b, mais qui est inversible néanmoins, donc AC. Et donc je vais élever et abaisser les indices ici. Enfin voilà, j'écris ça comme ça, donc h à b c'est la métrique inverse. Donc ça c'est d'ordre 1, ça dépend plus des corrections, mais donc à l'ordre dominant c'est en fait h à b à l'ordre dominant c'est gamma à b, plus des corrections 1 sur R. D'accord, puisqu'on a vu que h à b à l'ordre dominant, le développement est là-bas, hein, c'est gamma AB. Donc gamma AB au-dessus étant l'inverse de la métrique ronde sur la sphère unité. Et puis j'ai E exposant de bêta. Alors je vais développer ça en puissance de 1 sur R carré. Donc le terme dominant, ça va être df sur dxa, 1 sur R carré, h à b, je le remplace par gamma à b, puis je vais avoir des corrections qui sont d'ordre 1 sur R cube. Et qui ne vont pas m'intéresser parce que ça va tendre vers 0 à l'infini. Et donc, c'est une équation facile à intégrer. Ça me dit que xi b, ça va être la primitive de ça par rapport à 1 sur R, donc ça va me donner quelque chose qui est en moins 1 sur R, donc ça va être moins dB f sur R. Peut-être que je ne l'écris pas en premier parce que si justement je respecte. Donc ça va être la primitive de ce qui est là. J'ai fait une bêtise, oui. C'est dB, oui. Parce que sinon ça aurait été embêtant. dB de f, donc d. Voilà. Sur R, merci. Donc où l'indice est élevé à l'aide de la métrique standard sur la sphère unité. Donc là, je vais utiliser la convention que les indices angulaires des angles sont élevés à l'aide de la métrique standard sur la sphère unité. Donc ça, c'est ce que me donne l'intégration de ça, plus une constante, plus des termes qui vont être en 1 sur R carré.
mais plus une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de R près, donc un terme d'ordre 1 que je vais baptiser FB de U XA. Hein, quand je prends la dérivée par rapport à R de ça, ça disparaît. Donc ça, c'est la solution du problème. Donc vous voyez que j'arrive, en regardant les autres, ces équations-ci, à dire des choses intéressantes sur xi b. Alors, bon, je vais continuer, et puis on continuera la fois prochaine, bien sûr. Et donc regardons maintenant le terme suivant. Il faut que la variation de la partie angulaire, donc je vais m'attaquer maintenant à la partie angulaire. La partie angulaire, elle n'est pas strictement invariante, mais je sais que sa variation doit préserver les conditions limites. Et puisque cette partie-ci est fixe, ça veut dire que la variation de la partie angulaire ne peut être que d'ordre 1 sur R. Alors, donc on va calculer la dérivée de Lie de la méthode. Calculons Lxi de la variation, donc c'est la dérivée de Lie de Xi de GAB, donc que j'ai appelé R carré HAB. Hein. Et donc ça, ce qu'on va demander, c'est que ce soit d'ordre R, hein, puisque l'ordre R carré est fixé. Donc la seule chose qu'on peut changer par le changement de coordonnées, c'est ce terme-ci. Donc on va demander que ceci soit d'ordre R. Or, si vous calculez la dérivée de Lie, on va le faire, il y a potentiellement des termes d'ordre R carré. Et donc ceux-là doivent être absents. Donc, première chose donc, voilà. Alors on va écrire ça et puis on va regarder ce qu'on peut dire sur les différents ordres. Donc xi rho, R carré HAB, virgule rho, plus xi rho, virgule A, G rho B, donc qui est R carré HAB. Comme ça on pourra contrôler les ordres, plus xi rho, virgule B, R carré, j'aurais dû mettre un rho hein, ici, R carré H A rho. Ce que je sais, c'est que ça doit être d'ordre R. Alors, regardons déjà ce qu'on peut dire. Donc là, j'ai mal écrit, c'est rho. Hein. Bon, là, je garde les choses. Donc là, j'ai en principe un terme avec xi R, un terme avec xi U. Un terme avec xi U, c'est facile à voir. Le terme avec xi... Bon, peut-être... Je ne sais pas si on ne voit pas bien ici, donc je vais continuer mon calcul ailleurs. Et j'arrêterai par ça. Donc je risque de déborder d'une minute. Je suppose que vous n'en tiendrez pas rigueur. Donc, je développe. Hein. Donc j'ai xi R qui est inconnu pour le moment. Donc c'est un terme-là que je ne contrôle pas. R carré HAB virgule R, qui est réellement, je peux l'écrire tout de suite, enfin non, virgule R. Donc la dérivée ordinaire par rapport à R. Donc la virgule, c'est la dérivée ordinaire. J'aurais peut-être dû le dire bien avant, mais j'imagine que vous l'aviez compris. Alors ici, puis je vais avoir xi U, la dérivée de ceci par rapport à U. La métrique ronde sur la sphère ne dépend pas de U. Donc ceci va voir que la dérivée par rapport à U de ceci, ça part. Donc ça va être le terme en 1 sur R qui va apparaître. J'ai un R carré, ça va me donner de l'ordre R. Donc ça va automatiquement satisfaire cette condition, donc je ne dois pas l'écrire. Donc je vais regarder maintenant les termes dangereux, ceux qui dépendent de R carré, potentiellement. Quand c'est U, ça ne donne rien. Quand c'est un angle, donc si c'est, je peux obtenir quelque chose. Alors R carré sort de la dérivée. H
et alors, si je regarde l'ordre R carré, c'est gamma AB virgule C, les autres vont être d'ordre, donc je regarde l'ordre R carré. Là, je n'ai rien fait parce que je ne peux pas dire grand-chose encore sur XIR, mais donc là, je sais que je peux dire des choses. Donc ça, c'est le terme qui viendra de la dérivée par rapport aux angles. Et puis, j'ai les termes qui viennent ici de dérivée par rapport aux angles. Alors, j'ai xi r virgule a, là, je ne peux rien dire. Tout le monde ne connaît pas encore xi r, on va être prudent et on va l'écrire. Mais non, je ne l'ai pas parce que HRA a la bonne idée d'être égal à 0. Donc là, je n'ai pas besoin de savoir. Et donc, je vais avoir le xi HUB, quand ρ vaut la valeur U. Mais vous voyez que dans ce cas-là, ceci est d'ordre HUB. On avait dit que c'était d'ordre... j'ai oublié. HUB, c'était UB. Hein, et UB en dessous, c'était d'ordre 1. D'accord? Et donc là, j'ai xi U virgule A R carré UB, c'est ça? Je vois que c'est la fin de l'heure. Ça m'embête d'avoir un terme en R carré contenant xi U. Donc là, normalement, j'ai dû... Donc quand j'ai... Bon, donc ce terme a l'air d'être là. Vous pouvez me contrôler, hein, au tableau, on est... Et surtout quand c'est la fin de la deuxième leçon. Je suis un peu étonné. UA, mais c'est peut-être que j'ai... Donc UA au-dessus est en 1 sur R carré. Et donc la métrique UB... Bon, j'expliquerai... On reviendra là. Donc, normalement, ce terme-ci est absent, mais je devrais l'expliquer la semaine prochaine. Il y a quelque chose que je ne vois plus. Mais écrivons les autres. Quand j'écris les angles là, j'ai R carré. Je vois apparaître en fait la dérivée de l'I xi C virgule A gamma CB plus xi C virgule B gamma AC. Enfin, je peux peut-être regarder mes notes. Il me semble que j'ai fait le calcul tout à l'heure. Donc, pourquoi j'ai dit que... H n'a pas d'indice U, non? Oui, donc c'était A n'a pas d'indice U, merci. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi... Oui, c'est un indice... Oui, mais c'était ρ ici. Hein. Oui, j'ai été un peu vite. C'est pas ça que j'aurais dû écrire. C'est G... ρ... Voilà. B, merci. Vous voyez comme... Et j'ai ρ B, donc je dois prendre G U B. Non Oui. Donc c'est G U B que je dois prendre. Et G U B, pourquoi j'ai dit que c'était... Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, donc je pense qu'il vaut mieux que je suppose que je vous ai démontré ça. Oui, mais donc d'accord, G U B c'est d'ordre 1. Et xi U virgule A c'est d'ordre 1. Donc GUB est d'ordre 1, oui c'est vrai, mais il n'y avait pas de R carré. J'ai mis un R carré GUB, mais il n'y a pas de R carré. Donc c'est d'accord. Donc c'est d'ordre 1. Donc ce terme étant d'ordre 1 ne contribue pas. Donc qu'est-ce que vous voyez apparaître ici? Vous voyez apparaître R carré fois la dérivée de l'I du vecteur xi C, donc à 2 dimensions de la métrique ronde de la sphère, doit être compensé par la contribution qui viendra d'ici. Alors, à l'ordre dominant, quelle est la contribution à l'ordre R carré de ceci? Vous voyez que, puisque ceci est d'ordre 1 à l'ordre dominant, ça vous dit que xi R doit commencer par une fonction de R.
plus mu, plus des termes d'ordre 1 sur R. Je ne peux pas avoir des puissances plus élevées, parce que si j'ai un terme d'ordre R carré ici, quand je dérive, il y a du R, j'aurai du R cube. Donc si R commence par R, et vous allez obtenir l'équation de Killing conforme. Vous allez, pour la 2 sphères, parce que vous allez obtenir ici lambda, 2 lambda, parce que quand je dérive le R ici, à l'ordre dominant, j'ai gamma AB ici. Donc j'ai R carré gamma AB, plus des termes qui vont contribuer aux ordres en dessous. Donc j'ai R carré gamma AB, donc gamma AB ne dépend pas de R, donc j'obtiens 2 R ici. Donc j'obtiens 2 R carré gamma AB à l'ordre dominant. Et donc vous voyez cette équation-ci, qui me dit que la dérivée de l'I le long du vecteur tangent à la sphère XIC, la partie tangente à la sphère XIC de la métrique ronde de la sphère unité, doit être proportionnelle à la métrique de la sphère unité avec un facteur de proportionnalité lambda qui est précisément ce qui apparaît dans Xi R. Et donc apparaissent les vecteurs de Killing conformes de la 2 sphères. Alors bon, l'histoire n'est pas finie, mais malheureusement l'heure de cours est terminée, donc je vais arrêter ici. Ça devenait d'ailleurs avec beaucoup de frottement, donc il vaut mieux que je m'arrête. Voilà, merci.